Alors, tant qu'on est sur la partie JavaScript où on va un peu expliquer tout ce qui est règles, etc., on va parler un petit peu de son exécution, comment le JavaScript va être exécuté par les navigateurs. Alors ici, je suis sur Figma, c'est un logiciel pour faire du web design en ligne notamment si on veut. C'est assez sympathique, notamment pour faire des schémas, je préfère le prendre. Ça fait un petit peu des sortes de mind map, si on veut, plutôt que juste des logiciels de type PowerPoint, etc. Je trouve que c'est moins pratique pour faire des petits schémas que Figma, par exemple. Donc ici, je vous ai préparé deux slides, entre guillemets. Donc au début, on va avoir notre frame 1 qu'on a juste ici. Alors, je suis un petit peu trop collé, je trouve. Voilà, on va zoomer encore un petit peu. Donc vous avez le code qui va être exécuté par vos différents navigateurs. D'accord? Le code exécuté par les différents navigateurs. Il se fait exécuter par ce qu'on appelle un moteur JavaScript, par un moteur JavaScript. Et tous les navigateurs vont avoir des moteurs différents, mais au final, ça va faire la même chose. Il va y avoir quelques petites différences de performance, mais sinon, ça va être la même chose. Alors Firefox, ils ont des noms un petit peu bizarres. Ça s'appelle SpiderMonkey, je crois. Et pour Chrome, je crois que c'est le V8. Oui, bien sûr, c'est le V8. Ok, donc ce que ça fait en fait, ça va analyser et exécuter votre code. Donc parsing et execution. Et une fois que ça a bien analysé votre code et que ça l'a transformé en code qui est compréhensible par votre CPU, par votre processeur, eh bien, on va pouvoir ensuite avoir les changements sur la page qui vont être exécutés. C'est pour ça que quand on dit qu'on fait du JavaScript, on peut avoir des erreurs de performance, etc. quand on fait des boucles infinies. Ben, ça va directement impacter votre ordinateur parce qu'au final, c'est à votre ordinateur, à votre processeur qu'on va demander d'effectuer des actions sur la page, des interactions, des animations, etc., etc. Voilà, donc on aurait pu rentrer beaucoup plus en détail sur l'analyse et l'exécution, mais là je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt à ce niveau de JavaScript. Voilà, tant que vous savez ce schéma pour commencer, c'est déjà très très bien, je trouve. Ensuite, donc pendant cette phase d'analyse et d'exécution, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un fonctionnement spécial, notamment avec la mémoire. Il va y avoir deux choses. Il va y avoir le tas, donc heap en anglais ça veut dire tas, et il va y avoir le call stack, si vous voulez, l'empilement d'actions. Heap, c'est quand vous allez directement déclarer des variables, quand vous allez devoir avoir besoin de cette mémoire-là. Dès que vous allez déclarer des variables, ça va se mettre dans le heap et ça va se mettre donc dans cette mémoire-là. Ça va retenir des données, ça va retenir des valeurs avec let, const et var par exemple. Voilà. Il faut savoir que let et const ont été aussi créés pour éviter d'avoir ce qu'on appelle des memory leaks, c'est-à-dire des fuites de mémoire quand on crée des variables qu'on n'utilise pas. Donc ça, on le verra dans la partie ES6 qui arrive très vite, où on parlera un petit peu des nouveautés, et donc on terminera un petit peu, on enfoncera le clou pour terminer entre les différences entre var et let et const. Ok? Et donc à chaque fois que vous allez exécuter des fonctions, à chaque fois notamment donc vous allez exécuter des fonctions, c'est-à-dire effectuer des actions, eh bien on va parler du call stack, c'est-à-dire ça va être un empilement d'actions à faire si vous voulez. Et donc imaginons j'ai un console log ici, là on a une autre fonction, là on a une autre fonction, là on a une autre méthode, etc., etc. Et donc ça va se résoudre comme ça va s'exécuter de cette façon, on appelle ça single thread, c'est-à-dire ça va se faire sur un fil d'exécution si vous voulez. Donc tout va être exécuté à la suite, tac, 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 ok? Donc les méthodes, les fonctions s'exécutent comme ça les unes à la suite des autres. Et donc c'est ce qu'on appelle synchrone, d'accord? Ça va être synchrone à opposer avec asynchrone. Et donc du JavaScript asynchrone est quand même possible, c'est-à-dire qu'on ne va plus respecter ce fil et on va pouvoir faire des actions qui ne vont pas respecter ce fil classique d'exécution des événements JavaScript, donc tout ce qui est fonction, etc. Donc on verra ce que c'est que le JavaScript asynchrone, mais notamment ça peut permettre d'aller chercher des données. C'est-à-dire qu'on exécute des choses et puis à un moment on dit hop, allez, va chercher ces données et puis quand tu reviens, on fait autre chose avec ces données-là. Mais pendant ce temps, le reste peut continuer à tourner, vous voyez? Ça évite donc d'avoir notre site complètement bloqué. J'attends, ok je reçois mes données, maintenant je fais quelque chose. Non, on continue tout, on fait tout apparaître, etc. Et puis une fois qu'on a nos données, eh bien on fait ce qu'on veut avec ces données-là. Voilà. En JavaScript, on peut également faire de la synchrone avec des méthodes comme setTimeout qui permettent de lancer des actions différées dans le temps. Par exemple, console log avec un setTimeout au bout de 2 secondes, donc eh bien ça va faire une action qui va être différée dans le temps, c'est une action asynchrone. Voilà, c'est un joli mot un peu compliqué pour dire différé dans le temps si vous voulez. Voilà donc pour ces petits paradigmes en JavaScript, donc comment le code est exécuté et tout ce qui fait partie de la mémoire comme ça avec le call stack et memory heap comme ça, c'est-à-dire le tas, l'empilement de toutes nos variables si vous voulez. Ok? Très bien, eh bien on va pouvoir passer à la suite.